Bonjour Stéphane Schillinger. Salut Carole, Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. merci à toi pour l'invitation. Donc, je t'invite aujourd'hui parce que j'ai des questions dont je sais que tu pourrais y répondre facilement, parce qu'on a pas mal de points communs. Je suis intéressée en ce moment par les questions sur le couple sacré, sur le trauma en lien avec la réalisation du soi, c'est-à-dire ce qui va pousser à l'introspection, et aussi les psychédéliques, les plantes sacrées, l'ayahuasca, ce qui est aussi pousse à l'introspection et en lien aussi avec la réalisation du soi et et la guérison en fait. Donc, je ne sais pas si on pourra parler de tout, on verra. Et donc, je voulais te présenter juste avant. En fait, je t'ai connue il y a à peu près 4 ans. J'étais justement en Espagne en train de faire une cérémonie ayahuasca et je suis tombée sur ce livre-là par un curieux hasard et il m'a vraiment touchée. Donc, depuis, j'ai acheté les 5. En fait, ce sont des livres où tu peux facilement peut-être me dire où ça parle à la fois de spiritualité, de psychologie, de tout ce qui touche la personne et ça invite au questionnement profond. Ce sont des recueils de textes qui parlent de... Moi j'aime bien parler le décrire comme une intersection entre psychologie, spiritualité, philosophie. Et donc chaque livre contient une quarantaine de textes. Et souvent les gens me disent qu'ils les ouvrent au hasard un peu comme un oracle. Et c'est Mhm. comme ça qu'ils sont utilisés. D'accord. Depuis, j'ai aussi participé à une curieuse journée, parce que Mhm. tu fais ça parfois le week-end, hein. Je trouvais Oui. ça très pertinent. Tu étais avec Raphaël Hoffman à l'époque. Et puis aussi, depuis, tu as écrit un livre beaucoup plus intimiste, plutôt autobiographique, Oui, qui parle en fait de ton trauma racine, en fait, hein. oui. Je l'ai trouvé magnifique, il se lit vraiment facilement et je pense que tout le monde peut se reconnaître aussi, hein, parce que chacun a ses propres accidents de la vie. Mhm. Ce livre aussi, là, j'ai vraiment envie de le partager, c'est celui-là, tout récemment sorti, qui regroupe un peu l'ensemble des textes et qui s'adresse à un public peut-être nouvellement sur un chemin de recherche. Et puis, le petit bijou que j'adore, c'est cet oracle. Oui. Cet oracle qui en fait parle en fait d'un peu de tout, hein. Il y a même le thème de l'ayahuasca dedans, des champignons. C'est un oracle qui a été fait par toi-même et illustré par Fanfan Lune. Oui, qui est une illustratrice tatoueuse belge et l'oracle a été publié chez Très Daniel et s'appelle l'oracle des curieux hasards. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup pour toutes ces contributions que tu nous apportes. C'est un réel plaisir. Merci à toi. Stéphane, tu veux commencer par quel sujet? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce qu'on y va au flow, au feeling? Oh oui, 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 je te propose de jeter une question et puis on regarde si ce qui émerge, si j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Et puis ce qui est important, c'est, je crois, de rappeler que je ne peux parler que de moi. Et je crois qu'on ne parle que de soi. Et et qu'en fait, ma croyance aujourd'hui, j'allais dire ma conviction, mais ça reste la mienne, ma croyance, c'est que la nature de la réalité est profondément subjective. Et donc, chacun voit ce qu'il projette dans le monde. Et donc, j'invite les gens qui regardent, qui m'écoutent, qui me lisent, de garder cela à l'esprit. C'est-à-dire que ce que je dis, ce que je transmets n'est en aucun cas une vérité universelle qui s'applique à tout le monde ou qui vient se plaquer sur la réalité des autres, mais simplement un point de vue qui parle pas. Bien sûr. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Régulièrement, même tous les jours, hein, tu partages tes textes sur les réseaux. Donc, je tombe dessus, je m'en inspire et puis des questions me viennent. Et tout dernièrement, c'était sur le couple sacré. Alors, je Mhm. sais que c'est un terrain glissant. Ça m'avait interpellée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un couple sacré vraiment? Est-ce que c'est prévu à l'avance? Est-ce que ça n'arrive qu'une fois dans la vie? Est-ce que ça arrive à tout le monde? À quoi ça sert? Ouais. C'est plein de questions qui émergent.
Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà à ce sujet? C'est une notion chez moi qui bouge, un concept, parce que ça reste un mot, hein. Et puis, bon, bah, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sac? Et en fait, moi, j'ai pour la première fois parlé de couple sacré quand je fais une rencontre amoureuse et que ce lien à l'autre me fait toucher quelque chose que je ne touche pas normalement, hein. Et donc, c'est là que, naïvement, je pose le mot sacré dessus parce que ce lien, cette relation, euh, aujourd'hui, je peux le dire seulement avec du recul, parce il y a 3 ans et demi, euh, j'étais tellement dedans, dans cet état amoureux, que je peux pas je peux presque pas le nommer. Alors, je le nomme, mais avec beaucoup de naïveté. Il y a cette image qui est assez parlante, c'est que il y a pas plus mal placé pour parler de l'eau qu'un poisson. Puisque Mhm. dedans, il n'en est jamais sorti. Il faut que le poisson sorte de l'eau pour dire, bon ben voilà, c'est de l'eau. Eh bien, quand tu es dans cet état amoureux, aujourd'hui, j'ai envie de qualifier extrême, et aujourd'hui, je peux dire que c'est ce qu'on appelle une transe amoureuse. C'est-à-dire un Mhm. état modifié de conscience par le lien sur lequel on va hâtivement nommer pardon, lequel nous allons hâtivement nommer amour, dire ah, je suis amoureux. Et aujourd'hui, moi j'appelle ça, mais c'est encore une fois basé sur mon expérience, de l'attachement traumatique. Mhm. On reparle à nouveau de trauma. Bien sûr. Mhm. Et j'ai une précision importante ici, sémantique, c'est que le trauma n'est pas ce qui nous est arrivé. Le trauma, c'est l'ensemble des comportements que nous avons développés pour survivre à ce qui nous est arrivé. Et quand je dis ce qui nous est arrivé, je ne parle pas forcément d'un événement dans l'enfance, un abus, un accident, mais plus souvent d'un climat qui, pendant une grande partie de la vie, pour la plupart des gens, n'est pas identifié comme traumatique. Mhm. Et donc, le phénomène d'attachement traumatique, et puis après je reviendrai sur le couple sacré, le phénomène d'attachement traumatique serait, en tout cas, pas mal d'études scientifiques à ce sujet, hein, pour ceux qui veulent lire à ce sujet, c'est beaucoup plus en anglais qu'en français, et on appelle ça en anglais trauma bond, B-O-N-D, le lien traumatique. En français, il y a très peu de littérature scientifique à ce sujet. C'est en fait l'attraction entre deux personnes, souvent qualifiées de bourreaux-victimes, avec des rôles qui sont Mhm. interchangeables. Et cette Mhm. attraction se fait sur la base de la recréation d'un climat très connu dans l'enfance. Mhm. Une des idées que je développe pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé, mais aussi de comprendre ce qui arrive à beaucoup de gens à l'endroit de la relation dite amoureuse, c'est l'attraction pour une odeur, une couleur, au sens poétique du terme, qu'une personne va incarner et qui va nous faire toucher à plein d'endroits du corps et de la conscience à quelque chose que nous avons très 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 bien connu ou qui nous a manqué dans notre enfance. Et donc on est attiré d'une manière euh, magnétique Ouais. vers quelque chose. Et alors ce quelque chose, c'est quoi? On pourrait décrire, pour illustrer, que notre enfance, c'est comme s'il y avait une couleur et une odeur. Mhm. Et ce que nous vivons dans cette enfance, c'est la première représentation du lien, le lien à maman, Mhm. le lien à papa. Et quand je dis maman, papa, c'est les figures d'attachement. Oui. Et ces premières représentations du lien vont teinter dans la masse, graver dans le marbre, tout, toutes nos conceptions du lien à venir, notre manière de relationner à venir. Et donc les comportements de maman, les comportements de papa, les travers, les abus, leur propre traumatisme, et c'est là où on parle de transgénérationnel, vont s'imprimer chez nous puisque il nous aura été, entre guillemets, imprimé ou dicté à un âge où nous sommes le plus perméables, que c'est comme ça qu'on relationne, et que quand je fais ça, l'autre fait ça.
hein. Et quand je suis Oui, comme ça, maman n'est pas contente. Et quand je suis comme ça, papa est content. Donc, il faut que je fasse ça plus souvent. Il faut que j'évite ça. Et donc, oui. ça va donner une manière que j'aime qualifier de ontologique de relationner. Il se peut que dans notre chemin de vie, à l'âge adulte, eh bien, on va croiser des personnes qui, dans leur manière d'être, vont venir appuyer ou venir tirer les bouts de fil qui dépassent exactement de la même manière que nos figures d'attachement premières. Et puis, on va se dire, puisque c'est ce que notre culture, en fait, nous vend, je suis amoureux. Mais en fait, selon moi, dans ma compréhension maintenant, vu que ça fait 4 ans que je patauge dans le sujet, Mhm, à un niveau à la fois intellectuel et émotionnel, euh, mhm, en réalité, il s'agit là de résonance traumatique. mhm. Nous sommes activés physiquement, émotionnellement, et on va mettre le mot amour dessus, puisque voilà, j'ai perdu le fil, mais le mot amour, puisque c'est ce que la culture nous vend, tu es amoureux. Euh, Mhm. Non, en fait, si tu as des papillons dans le ventre, c'est pas ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle populairement l'amour, mais en fait, tu es juste stressé parce que tu Oui, es dans une relation qui vient appuyer à des endroits qui ont conditionné tes premières souffrances en tant qu'être humain. oui, Souffrance, frustration, abandon, trahison, rejet, blablabla, etc., quoi. Donc voilà une manière de voir la chose. Et je sais que mon monologue est un peu long, mais puisque tu parles d'un sujet qui m'inspire, je me permets. Comment je reboucle ça avec le couple sacré? Si tu veux, moi, cette rencontre, bah, qui est d'ailleurs l'objet du livre Récit thérapeutique d'un attachement traumatique, cette rencontre a été tellement activante à l'endroit de mon histoire et de mes propres traumatismes que je dis, bah, ça y est, c'est le couple sacré. C'est tellement fort, ça me met dans un état modifié de conscience tellement important que forcément, c'est sacré. Mais il se peut, et aujourd'hui je suspends mon jugement à cet endroit-là, il se peut que moi ou que certaines personnes mettent le mot sacré pour fuir la dimension terriblement banal d'un couple tel qu'il survit après la passion. ben oui, d'accord. Un peu comme une idéalisation de quelque chose qu'on a cherché toute notre vie. On fait cette rencontre. Mon Dieu, je suis dans un état modifié de conscience, je suis amoureux, j'ai la passion, des papillons dans le ventre, enfin, je quitte mon corps, enfin, tout ce qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans ce lien à cet autre qu'on a cherché toute notre vie, forcément, c'est un couple sacré. Et ce que je me dis aujourd'hui et ce que je me dis est encore en cours d'évolution à travers mon propre processus, il se peut que le fait de l'avoir qualifié couple sacré soit une manière de fuir la peur de l'ennui. Mhm. Et en même D'accord. temps, et en même temps, l'expérience est sacrée. Mais Oui, ce que je suis en train de faire comme chemin à cet endroit-là, c'est est-ce que je ne suis pas en train d'idéaliser quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train d'idéaliser l'autre? Est-ce que je ne recherche pas finalement le divin ou le soi c'est ça. d'un couple, Mhm. puisque finalement, quand je médite, bon, il ne se passe pas grand-chose, mais par contre, quand je suis en face de cette personne, je suis transcendé. Mhm. Donc, il y a un accès au prétendu divin ou au prétendu éveil qui, là, est à portée de main. Donc, forcément, c'est un couple sacré. Et donc, cette idéalisation qui fait que je mets l'autre sur un piédestal, qui souvent me met sur un piédestal aussi, comme deux parts manquantes qui se retrouvent enfin, forcément, donc c'est sacré. Certaines personnes vont parler de flammes jumelles, par exemple, hein. Encore une fois, un concept qu'on va venir plaquer sur une expérience. Et cette idéalisation, et je vais terminer là-dessus, mènera fatalement à la chute du piédestal sur lequel on a mis l'autre. Je vois Oui, l'idéalisation comme oui, un déséquilibre. C'est-à-dire, si je t'idéalise, fatalement, à un moment, ma recherche de pouvoir personnel, ma recherche d'indépendance, ma recherche de liberté va faire que je vais être obligé de compenser cette idéalisation et de reprendre mon pouvoir en te faisant descendre du piédestal. Et donc, je oui. crois, en tout cas pour moi, qu'il faut se méfier du phénomène d'idéalisation qui a tendance, selon moi, à nous distancier de la vraie expérience
du couple d'égal à égal. Voilà, c'était un très long monologue, mais tu m'as lancé sur un sujet. Non, c'est parfait ce que tu as répondu. D'ailleurs, j'ai d'autres questions qui arrivent. C'est que sur le couple sacré que tu viens de proposer, il semble qu'il y ait une harmonie des sentiments, où chacun est sur la même passion. Alors que ce que je vis, moi, dans ma vie, c'est soit l'homme est très, très, très amoureux, semble vivre un manque, un attachement qui le fait avoir des papillons dans le ventre, et c'est pas forcément réciproque de mon côté. Ou alors, c'est moi qui suis très, très, très attachée, et l'autre, en fait, il en a rien à faire de moi, et ça ne peut même pas être consommé. Donc, l'attente peut durer des années. Ça attend, ça attend, ça attend. Pendant ce temps-là, la ligne de temps passe. Et en fait, c'est très souffrant aussi. Oui. On Donc, c'est aussi un problème, une souffrance. interroger ici dans la dynamique que tu décris, hein, qui est une dynamique qu'on pourrait qualifier de non réciproque, par exemple. Oui, Euh, on pourrait interroger à cet endroit-là la reproduction de schémas familiaux connus. oui. Mhm. Hein. C'est-à-dire, si j'ai ce schéma classique d'être plus amoureux que mon partenaire, où on voit souvent ces personnes qui disent ben, je suis toujours trop investi dans mes relations et donc je ne tombe que sur des personnes moins investies qui me font souffrir toujours au même endroit, je pense qu'il est pertinent d'interroger ici qu'est-ce que je suis en train de reproduire en cherchant des personnes qui sont habitées par un attachement évitant, alors que moi je suis dans un attachement anxieux. Donc il y a cette manière-là de voir les choses. Dans quelle mesure est-ce que cela parle de mon climat d'enfance, Mhm. hein, et de ma première manière de relationner? Tout à fait, oui. Et on peut le voir d'une autre manière, c'est qu'en fait, quand on regarde dans la nature, tout ce qui court est destiné à être poursuivi. Quand on regarde notre part animale et on regarde ce qui se passe dans la nature, ben, quand il y a un endroit, un oasis d'eau et de verdure dans le désert, les lions et les gazelles boivent l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui court, c'est terminé, parce que dès qu'il y a quelque chose qui court et qui fuit dans la nature, quelque chose, l'instinct prédateur est attiré et déclenché pour venir. Tu vois, c'est cette dynamique de plus et de moins. C'est-à-dire Mhm. qui court est destiné à être poursuivi. Oui. Hein. Et on est dans ici, là, quand on parle de ça, on est tout simplement dans une perspective qui est très taoïste, hein, de complémentarité. Hein. Mhm. Et on le voit, mais quand il y a même une personne est d'un attachement très anxieux et très insécure, en général, quand elle reçoit une déclaration d'amour de quelqu'un qui est encore plus anxieux et encore plus insécure, ça génère de la fuite et de la protection. Oui, ça génère de la fuite, oui. Mhm. Tout à fait. L'évitement est très, très remarqué, moi, dans ma relation. Soit j'évite les hommes très, très amoureux, ou soit j'évite quand je suis moi-même très amoureuse, je vais éviter la rencontre. Oui. Oui, et on peut Mhm. aussi voir ça encore, on peut le regarder sous un autre angle supplémentaire. C'est ce phénomène que j'adore et qui pour moi est fondamentalement constitutif du vivant, de pulsation. C'est-à-dire que tout est fait, tout, absolument tout, tout ce qui est vivant est fait de contraction et de dilatation. Attachement, détachement. On le voit dans les marées, dans les saisons, dans le cycle menstruel, dans le battement du cœur, dans la circulation des sèves, de la sève dans les végétaux. Partout, tout est fait de contraction, dilatation. La respiration, oui. Ouais. Et donc, Héraclite et Jung ont parlé de ce phénomène sous le mot un peu barbare ou complexe d'énantiodromie, c'est que tout système va vers son contraire. Et donc, quand je vis une relation où je suis très attaché et l'autre pas du tout, eh bien, il se passe quelque chose en moi, appelons ça une dilatation par exemple, et puis la relation d'après, je vais avoir besoin de vivre l'inverse, je vais avoir besoin de faire ça. Hmm. Et en fait, euh, on ne parle pas, quand on parle de ce phénomène-là de pulsation ou de cycle ou de pendulation, on ne parle pas de vie et de mort. Au contraire, c'est plutôt, c'est plutôt de comprendre que la mort, c'est quand ce mouvement s'arrête. Oui, C'est quand le mouvement s'arrête et s'effondre sur lui-même et qu'il n'y a plus de respiration qu'on peut parler de mort au sens conceptuel. Et la vie, c'est ce qui bouge. Donc, tant que je fais cette pendulation, tant que je suis dans la contraction, dilatation, attachement, détachement, peu importe tout ce qu'on va pouvoir mettre derrière ça, je suis dans le mouvement du vivant.
Mhm. On peut parler peut-être aussi de la mort, justement, de cet attachement afin d'éviter cette contraction et justement abandonner l'attachement, l'attraction extérieure. Absolument. Absolument. On parle beaucoup, que ce soit sur les réseaux ou dans ces petits milieux dits thérapeutiques, de notions de guérison. Et donc, quand je serai guéri, quoi. Et Mhm. on s'imagine, pour moi, c'est une illusion, hein, le quand je serai guéri, on s'imagine que c'est un endroit de sécurité où tout va bien. Et dans ma compréhension des choses sur mon petit chemin, la guérison, ce n'est pas une destination qu'on aura atteint un jour où on pourra dire je serai guéri parce que je ne souffre plus, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de contraction, dilatation, et c'est quelque chose de complètement illusoire. Et le fait de se dire à soi quand je serai guéri, ou de placer la guérison dans le futur, c'est une perspective qui empêche fondamentalement la guérison. Parce que la guérison se passe maintenant dans ma manière de vivre ma souffrance, et non pas Mhm. un état que j'atteindrai dans le futur. Bien sûr. On l'a vu, la vie, c'est cette alternance. Et si guérison il y a, si la guérison existe, je crois, et j'en suis bien sûr de plus en plus persuadé à travers mon chemin, qu'il s'agit de cette capacité à voyager de manière fluide et avec le sourire entre des états douloureux et des états de paix et de félicité. Et d'arriver à surfer sur ces vagues plutôt que de vouloir rester constamment au top de la vague ou au creux de la vague, ce qui, à mon sens, est une illusion. Donc, la Mhm. guérison, si elle existe, c'est la capacité à passer d'une polarité à une autre. Peut-être même d'accueillir ces polarités sans forcément les juger et dire tout va mal ou tout va bien. Déjà, oui, oui, oui. Et puis, quand tout va mal, je souffre et c'est terrible et il n'y a plus d'espoir et c'est fini et un jour je veux guérir, etc. Alors qu'en fait, c'est juste une vague. C'est juste une vague, oui. Et l'état d'éveil, s'il existe, serait la capacité à garder à chaque instant la sensation et la connaissance, la conscience profonde du fait que c'est juste une vague qui est en train de passer. Et du coup, si cette conscience est posée à cet endroit-là, sur la nature cyclique de l'existence, il n'y a plus d'agrippement, il n'y a plus de saisie, il n'y a plus d'attachement, puisque c'est l'agrippement, la saisie et l'attachement qui va créer la cessation du mouvement. Ce mouvement qui fait qu'on passe du creux de la vague au haut de la vague. Et donc pour certaines personnes, la vague, elle est comme ça, et donc c'est Mhm. extrêmement douloureux et extrêmement extatique. Et donc Mhm. ce que dans certaines écoles bouddhistes, de pensée bouddhiste, on nous explique, ben, l'idée c'est d'arriver à l'équanimité, c'est-à-dire aplatir cette vague. Et même à cet endroit-là, quand la vague est trop plate, on parle de mort, donc il faut un petit peu l'amplifier. Et on est de nouveau dans un cycle entre une très grande amplification et une très grande platitude. Tu as parlé de connexion. Moi, ça me fait penser quand il y a des traumas ou des souffrances, l'enfant peut peut-être se déconnecter justement de ces vagues pour s'empêcher de vivre pleinement toutes ces Alors, émotions. je ne sais Je pas parle de mon cas aussi personnellement. oui. Je ne sais pas si c'est pour s'empêcher pleinement ou si c'est pour survivre. Puisque Mhm. certains climats familiaux, les émotions sont très malvenues. Tout à fait. Certains Mhm. parents, dont nous faisons aussi parfois partie, hein, ne sont pas du tout à l'aise avec l'émotion. Donc le message subliminal qui teintera l'enfant dans la masse pour le reste de sa vie, jusqu'à qu'il entame un cheminement dit thérapeutique, c'est qu'en fait, les émotions, non. Puisque quand maman ou papa traverse des émotions, je sens qu'ils sont en train de défaillir. Et papa ou maman qui défaille, c'est tout mon univers qui s'effondre. Donc il y a ici, à un jeune âge, une interprétation de mort à l'endroit de l'émotion. Hein, puisque si ma figure d'attachement, c'est-à-dire tout mon univers,
vacille sur une émotion, il faut surtout pas la vivre, il faut surtout pas que moi je fasse vivre des émotions. Donc on assiste déjà aux prémices de la construction d'un échafaudage identitaire qui vise à survivre au climat d'enfance. Tout à fait. C'est ce que je ressens en fait. Là, j'ai commencé les constellations familiales, tout ce qui est intergénérationnel, et on tente justement de ressentir en fait, de ressentir les mouvements du corps, Mhm. ce qui se passe dans le corps. On se met en mouvement, et j'ai l'impression que justement ça aiguise en fait cette faculté de mettre une conscience sur tout ça. Oui. Et ce qui se passe, à mon sens, dans les constellations familiales, c'est la mise en œuvre et en harmonie d'une intelligence collective. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quelle que soit l'école de constellation familiale, euh, il y a la, l'invitation à rester connecté au corps. Qu'est-ce que mon corps me dit au-delà de mes élucubrations mentales, ce qu'on est d'ailleurs en train de faire ici. Mais en fait, qu'est-ce que mon corps me dit? Et quand plusieurs prétendus corps, ou appelons ça des champs énergétiques, hein, ou des champs magnétiques Oui, que chacun nous transportons, se rencontrent, eh bien, il y a une forme d'unisson qui fait que se dégage de ce groupe que l'on invite à aller dans la même direction à travers une constellation, se dégage une forme d'intelligence collective qui dépasse ce que nous sommes en mesure de formuler individuellement, comme une intuition collective. une intuition collective, d'autant plus que finalement, ce qui se vit, tout le monde le vit, c'est la même, c'est le même vécu. On a des vagues, on va peut-être les traduire différemment selon nos cultures, mais finalement, énergétiquement, c'est la même chose. Oui, et c'est ce que j'ai envie d'apporter aussi, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur les constellations, puisque, et puis on va dire, bon, ben, les constellations c'est comme ça, et puis ils se racontent telle et telle chose, mais il y a tellement de constellations différentes, il y a des personnes qui font vraiment n'importe quoi. Il y a des personnes qui le font de manière, on va dire, plus raisonnée. Et il ne s'agit pas dans les constellations de révéler obligatoirement des vérités cachées, ou bien de considérer d'une constellation va émerger quelque chose qui va supplanter ma vérité, ou qui va m'apporter des informations qui vont être, entre guillemets, supérieures à celles que je connais sur ma vie. Ce que je dis toujours dans les constellations, et c'est pour moi une forme de ligne directrice, ce qui émerge de la constellation, l'important, c'est pas si c'est vrai, l'important, c'est ce que ça te fait. Mhm, c'est Euh, sûr. Parce que dès lors qu'on va prêter à l'art, pour moi un art plus qu'une technique, qu'on va prêter à l'art de la constellation familiale une autorité, euh, ou une vérité supérieure à celle dont on est conscient au quotidien, on va rentrer dans une dimension qui cesse d'être thérapeutique finalement. Et l'important à travers la constellation, c'est finalement qu'est-ce qu'on traverse en tant que groupe. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand bien même nous avons dans une constellation des histoires radicalement différentes, il y a des grands thèmes qui vont unir, hein, le thème de l'abandon, du rejet, de la trahison, euh, sont communs à tout le monde. Et l'idée, c'est C'est comment ça. on fait intelligence ensemble à un endroit qui est plus corporel qu'intellectuel, Mhm. à l'endroit de blessures qui sont archétypales, c'est-à-dire qui ne concernent pas qu'une culture, mais qui concernent l'espèce, qui concernent le fait d'être humain. Voilà. Exactement. Et c'est là où on voit que dans ces constellations, il n'y a pas de thérapeute. Chacun est thérapeute pour l'humain avec un grand H. Oui, oui, si l'humain, le lien et la connexion sont au centre, hein. Mhm. Je pense et je découvre au fur et à mesure que, alors cette phrase n'est pas de moi, elle est de Éric Laudière, il n'y a pas de transformation sans sécurité, Mhm. Bien sûr, ouais. hein. On pourrait dire aussi, il n'y a pas de trauma sans isolement. Et donc, parfois, dans certaines constellations, à mon sens, quand elles sont bien faites, et ça n'engage que moi, quand elles sont bien pratiquées, le lien
Et la connexion dans notre humanité doit être le socle de ce qui se passe en constellation, puisque c'est quelque chose qui va nous réunir. Et c'est bien le fait d'être réunis à cet endroit-là qui fait que quelque chose peut émerger d'une constellation. Et quand je dis quelque chose, ce n'est pas une vérité, une nouvelle loi ou des choses auxquelles on va s'attacher, mais bien des processus qui se traversent collectivement C'est ça, et individuellement. c'est ça. Ça peut être même surprenant hein, de traverser des processus alors qu'on représente par exemple la vie, l'archétype de la vie, et de vivre un profond processus. Euh, c'est vraiment étonnant. Oui. D'où l'intérêt, si on peut poursuivre notre discussion, sur l'intérêt du trauma, en fait. C'est un cadeau, finalement, Alors oui, ces accidents. je crois que c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand on est dedans, c'est-à-dire quand on, appelons ça au creux de la vague, hein, et que on est en contact avec notre traumatisme, que ce soit à travers une relation amoureuse qui nous fait vivre quelque chose, ou suite à une agression, ou suite à un abus, entendre dire le trauma est un cadeau, mais c'est absolument scandaleux, tu vois? Et je pense que quand on arrive à dire le trauma est un cadeau, c'est la traduction d'un certain niveau de maturité face à ce trauma. Et j'ai, sur mon chemin, croisé plusieurs situations, dont la mienne, où entendre dire le trauma est un cadeau génère une colère immense. C'est inadmissible de dire ça. Mais quand tu arrives au niveau de maturité suffisant qui te permet de métaboliser le trauma, de métaboliser cet événement traumatique plutôt, eh bien tu te rends compte qu'effectivement, le trauma devient, comme j'aime bien la métaphore, d'une marche pour aller un peu plus haut, une marche sur laquelle on s'appuie. Mais ça nécessite ce que j'appelle une sédimentation. D'autres personnes vont appeler ça l'intégration et d'autres personnes vont appeler ça la métabolisation. Et effectivement, dans une expérience d'abus, de deuil, d'accident, donc traumatique, euh, je crois qu'on peut évaluer le niveau de maturité de cette digestion et de cette intégration du trauma à la mesure de la gratitude qu'on a pour cet événement. Et Mm. j'entends, et je le vis, que il se peut que pendant une très longue période, la gratitude soit quelque chose d'absolument inatteignable, inacceptable. Oui, je le lis aussi beaucoup sur les réseaux. Il n'y a pas longtemps, j'ai partagé un texte sur l'intérêt de l'émotion. Hein. C'était un texte de Dan Spielschneider et ça a flambé dans les commentaires Ouais. par rapport à la souffrance, une maman qui pourrait perdre son enfant. Oui, Et j'ai supprimé en fait parce que sinon ça partait en oui, boule de neige. Mm. en fait, ben, puisque toi tu publies des choses sur les réseaux sociaux et moi aussi, ce qui se passe dans les commentaires est à chaque fois très représentatif du niveau d'agrippement et du niveau de souffrance de là où la personne en est dans son processus. Hein, il n'y a pas, il y a là pas de jugement, hein, puisque moi-même je suis encore très agrippé et très sclérosé à certains endroits qui sont donc traumatiques chez moi et qui n'ont pas été ou digérés ou intégrés. Mais en fait, plus il y a d'attachement aux mots, au fait d'avoir raison, euh, Ouais. euh, au fait de dire c'est scandaleux, c'est inadmissible, etc., Mhm. euh, moins la chose est intégrée et digérée. Bien sûr. Mm. C'est la hauteur, la prise de hauteur et le relativisme sur les constituants d'un événement traumatique n'est pas faite. Et je fais partie de, 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 de ces, de ces vagues et où à certains endroits, ben, je suis très agrippé. Et à d'autres endroits, ben, j'arrive à considérer certains événements de vie comme des cadeaux. Et c'est un peu le premier symptôme de l'intégration d'un événement traumatique. C'est la gratitude.
Oui. Et j'ai pu de mieux en mieux vivre en fait ces vibrations émotionnelles en lâchant, en prenant de la hauteur, comme tu disais, et en lâchant le fait que c'est ma vie, c'est Carole, il faut que je me positionne, j'ai honte de mes émotions. Et au fur et à mesure où je lâchais l'histoire liée à une personne victime, j'ai pu intégrer de plus en plus facilement en fait ces vibrations émotionnelles que je ne qualifie, que je ne nomme même plus maintenant. Oui, oui, et en fait, c'est ce qu'on nous raconte dans les processus d'éveil tels qu'ils sont décrits dans le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres traditions. Il y a toujours cette notion de lâcher, de ne pas être dans la préhension, de ne pas être dans l'attachement, dans l'agrippement, qui Oui. sont finalement le symptôme de je ne veux pas que ça change, je ne veux pas que ça meure, je ne veux pas que ça s'effondre, je ne veux pas perdre ça. Et si on devait polariser, si on devait un peu coloriser l'éveil, il aurait cet aspect-là du lâcher-prise et de l'acceptation du changement. Et on retrouve encore une fois cette polarisation entre ce à quoi je m'agrippe n'est plus dans la pulsation, n'est plus dans ce mouvement éternel du vivant. Et dès lors que je lâche, la pulsation peut se faire et je peux être dans le vivant et dans la pendulation des émotions, des souffrances, etc. Je l'observe, hein, quand il y avait une émotion qui passait, il y avait le corps qui se contractait Oui. parce que je le gardais, parce que j'en étais gênée. Et alors maintenant, je commence à le regarder comme quelque chose qui ne m'appartient pas. Et un peu, je le souffle à l'extérieur et je le partage comme un don. Et Mm. ça passe et ça devient plus une vibration d'amour, de connexion à l'autre et de partage plutôt que d'une rétention, en fait. Ça s'est passé comme ça de mon côté. Et dans la phase, hein, dans la phase d'acceptation de la vie, du vivant. Et il y a eu aussi l'utilisation, bah, justement pour en parler, de psychédéliques, de champignons, d'ayahuasca, qui a permis une introspection tellement profonde et le mental étant mis de côté, il n'y a plus d'attachement à ce qui se passe et ça lâche et ça permet de vivre plus intensément ce qui se passe dans le corps, les images qui y sont associées, prendre conscience du lien entre les images et l'histoire associées à une vibration et en mettant de côté justement l'ego qui veut maintenir, qui veut en faire quelque chose. Oui, oui, je Je comprends. t'en parle parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi. Bah, qui m'intéresse, c'est le sujet central de mon existence, puisque ce sont ces expériences-là qui m'ont apporté le plus et qui ont radicalement changé ma vie en profondeur, il y a maintenant presque une dizaine d'années. Et je pense qu'il est important de préciser qu'il n'y a aucune incitation, hein, puisqu'on est dans un pays qui est très répressif envers Mhm. ce que, ce que certaines traditions appellent des médecines, et que notre culture va plutôt appeler drogue. Et Oui. entre les deux, il y a le terme antéogène ou psychédélique. Mhm. Et, euh, et il est interdit d'en faire la promotion ou d'en parler de manière positive. Cependant, il est encore autorisé d'en parler de manière très personnelle et de dire, bon, voilà, j'ai fait cette expérience, je ne la recommande à personne. Ça, dans notre pays, on a le droit. Et, Mhm. et bon, ben, tous les pays limitrophes à la France sont beaucoup plus ouverts en la matière, beaucoup plus avancés dans les recherches. Et effectivement, je crois que dès lors qu'on parle de psychédéliques et d'antéogènes, il s'agit d'expériences qui, quand elles sont entre guillemets bien menées, c'est-à-dire dans un cadre de sécurité, avec le bon environnement et appelons ça la bonne disposition intérieure, euh, viennent dissoudre ou au moins assouplir le concept d'ego et voire même la sensation d'ego, la sensation du moi qui vient un petit peu devenir poreuse et laisser passer des informations qui ne sont pas accessibles dans un état de conscience dit normal. Ceux ne sont pas accessibles, même depuis la mémoire. Bien souvent, des informations arrivent et ça m'arrive bien souvent de les oublier aussi. Ah oui, 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 bien Il y a un sûr. mouvement de libération qui se fait, mais je ne sais plus. Je sais plus, j'ai pas compris.
Oui. Et donc l'important, là aussi, hein, je reçois beaucoup de personnes qui cherchent quelque part une intégration à leur expérience, hein, qui cherchent en fait à comprendre et dire mais pendant telle expérience avec telle substance, j'ai vu ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, et donc le mental essaye de récupérer l'expérience pour essayer d'en faire sens. Et quand je dis le mental, ça peut être l'ego, ça peut être le moi, à travers des interprétations qui vont être purement égocentrées ou culturelles ou utilitaristes. Alors qu'en fait, la réponse est très souvent l'important n'est pas ce que tu as vu, l'important n'est pas le message, l'important c'est qu'est-ce que tu as traversé. La Ouais. chose est traversée, Mm. la chose a été vécue, il y a quelque chose qui s'est passé, et je reste toujours, j'essaye de relativiser l'importance d'en tirer des enseignements très conceptuels et très verbaux, finalement, hein, Mhm. alors que quelque chose a déjà été vécu. On pourrait faire l'analogie avec les constellations. Bien sûr. Oui, oui. Si c'est passé en constellation, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, c'est le terrain propice à toute forme d'interprétation risquée. Il y a eu un enfant mort dans la famille, il y a eu une tromperie, j'ai eu une vie antérieure, tout ce genre de choses qui sont en fait, à travers ma compréhension, des tentatives d'interprétation, des tentatives de conceptualisation, qui sont en fait des tentatives de l'ego de faire sens avec quelque chose et d'accrocher à ces événements une vérité supérieure à laquelle nous n'aurions pas accès. Alors qu'en fait, quelque chose a déjà été traversé. Et donc l'important dans une constellation ou dans une expérience psychédélique n'est pas tant le message et qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'ai vu des méduses partout, pourquoi un renard est venu me parler, pourquoi est-ce qu'on m'a dit que j'avais un jumeau à la naissance. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'est-ce que ça te fait. Que ce soit vrai ou pas, pourquoi est-ce que tu es tellement sensible à cette information et qu'est-ce que ça te fait dans le corps. Et on revient encore une fois à l'importance du corps que dans notre culture, on a tendance à délaisser au profit de conceptualisation et de narration. Oui, des narrations, et même des narrations qui se surrajoutent, des histoires qui apparaissent. On peut avoir des doutes. Et puis, c'est dans la mémoire, c'est pas dans la mémoire. Ça peut aussi venir ajouter des choses. Et moi, j'ai l'impression que l'important, c'est de ne pas s'y attacher et même de pardonner, de ne pas chercher des bourreaux. Oui, on voit aussi souvent cette tendance à se chercher des bourreaux, hein, ou à se placer volontairement en victime, ou à devenir le bourreau inconscient de quelqu'un d'autre, et encore une fois, à cet endroit, on peut interroger la reproduction de schémas familiaux qui nous ont conditionnés et qui ont conditionné notre manière de relationner. Tout à fait. Et c'est là où on peut peut-être conclure sur alors et la libération et la guérison dans tout ça et la réalisation de ce vivant dans l'instant, de cette conscience dans l'instant, sans aller rechercher du passé, du triangle victime-bourreau-sauveur. Du sens de la narration, Tout à euh, fait. la recherche effrénée de sens est peut-être le symptôme d'une absence de sens douloureuse dans notre parcours. La recherche de narration excessive ou d'empilement de couches narratives est peut-être le symptôme d'une absence de narration, d'une absence de verbalisation dans notre enfance ou dans notre histoire. Et quand tu parles de libération ou d'éveil ou de soi, j'ai de plus en plus de mal à en parler. Euh, quand j'en étais plus distant, c'est-à-dire quand je ne l'avais pas touché, quand je le cherchais activement, j'en parlais beaucoup, 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 et j'avais tellement de choses à dire à ce sujet. Et plus j'avance sur ce chemin, moins j'arrive à en parler. Mhm. Euh, c'est là qu'intervient le mot de ineffable. Et quand Oui, on lit, moi j'ai plus lu sur le Satori que sur les autres formes d'éveil, euh, qui est le Satori, c'est l'éveil à travers le zen, hein. oui. Il y a toujours autour de ce concept
l'absence de mots, hein, l'absence, on peut pas le verbaliser. Et donc, quand tu parles de libération, je cherche encore ce que c'est, je le touche de temps en temps. Mhm. Une seconde par jour, une seconde par semaine, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Je crois, puisqu'il s'agit de croyance. Euh, et bien sûr, plus je vais en parler, plus on va s'en éloigner. Euh, Oui, qui, c'est quand même très proche, très très proche de l'idée de lâcher quelque chose, de lâcher la recherche. J'ai l'impression que plus on le cherche, moins on le trouve. Que quelque chose, en tout cas pour moi, s'est passé à partir du moment où j'ai dit je ne recherche plus l'éveil. Et là, quelque chose se passe parce que très souvent, et ça ne concerne pas que la recherche d'éveil, hein, très souvent, c'est la recherche qui est l'obstacle. Le simple fait de rechercher me distancie de l'objet de ma recherche. bien Puisque sûr. l'objet de la recherche euh, ne peut pas être touché à partir du moment où on le cherche. C'est fini. Bien sûr, c'est nos nouvel attachement amoureux extérieur pour combler les manques. C'est le nouvel amoureux. Oui, oui, donc Oui. cette recherche s'applique aussi à l'endroit de l'amour, à l'endroit du lien, Mhm. hein. Et dans le processus qu'on pourrait appeler de guérison ou le processus thérapeutique que beaucoup d'entre nous entreprennent à l'endroit de nos souffrances, de nos traumas, de nos blessures, il arrive un moment où quelque chose se dissout, où ouais, j'ai beaucoup de mal à en parler, à un moment où quelque chose s'ouvre, où quelque chose se fait, quelque chose, voilà. Ce moment ne saurait être pris comme acquis, mais c'est juste qu'on se rend compte qu'à ces moments-là de libération, en tout cas, c'est comme ça que je peux en parler, il y- ces moments-là surviennent à un endroit du lâcher. À un endroit, quand je dis du lâcher, c'est vraiment, je cesse de vouloir autre chose que ce qui est, et je rentre dans l'acceptation de ce que la vie me propose, aussi insupportable que ce soit. Mhm. Voilà. En tout cas, ce que tu dis et ce que tu écris est très, très inspiré, en tout cas. On sent vraiment une inspiration euh, au-delà des concepts, enfin, au-delà de l'intellectuel. Mais je On sent crois que beaucoup. malgré ça, je vis 99%, et c'est ce qu'on est en train de faire là, on est en train Oui. d'intellectualiser quelque chose pour essayer Mhm. de partager, hein. De mettre des mots, oui. Mhm. Mais j'ai l'impression que 99% de mon temps, euh, je, je suis dans un état finalement très égotique et très intellectuel. Et le 1% d'éclaircie euh, vient me donner une inspiration que j'ai envie de mettre en mots sur du papier. Bah, avec ton outil intellect, hein, aussi. C'est aussi ton outil C'est le ça. plus important pour l'écrire. Oui. C'est tout ton acquis. Oui, oui. Je pense pas qu'il faille le pointer du doigt de manière négative, bien au contraire. Parce que je trouve que dans le milieu spirituel, on rejette beaucoup l'intellect, alors qu'en réalité, l'intellect fait partie aussi du vivant, de ce qui est, du divin. Enfin, c'est Absolument. pas quelque chose à mettre à la poubelle, quoi. Oui, j'aime bien cette phrase qui m'a fait avancer à un moment, c'est peux-tu me nommer une seule chose qui ne soit pas sacrée? Peux-tu me nommer une seule chose qui ne fasse pas partie de la conscience? Hein, et là, on glisse et on dérive vers des approches non dualistes, où rien de ce qui existe euh, est en dehors de ce qu'on appelle la conscience. Bien sûr, tout est sacré ou rien ne l'est, mais pas quelque chose le serait plus. Mm, tout à fait. On peut terminer sur ces mots-là, alors. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux conclure, rassembler? Conclure, je sais pas. Il y a plusieurs phrases qui me viennent. En général, j'aime bien conclure par inviter à la curiosité. Moi, je trouve que la curiosité mêlée à la gratitude,
c'est quelque chose qui donne une profondeur. Dès lors que la curiosité cesse, il y a quelque chose qui s'éteint, et il y a quelque chose qui se sclérose. Et donc, garder à l'esprit, en tout cas c'est là où j'en suis aujourd'hui, une danse entre curiosité et gratitude. Mhm. La curiosité de l'enfant et la gratitude de la maturité. Mm. Voilà. Je Merci. vais, je vais tirer une carte, Allez, autant si c'est là. En fait, si. et ben voilà, C'est beau. on est en plein dedans. On n'a parlé que de ça depuis tout à l'heure. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup, Stéphane. Merci, finalement, je suis contente. On a répondu à tous mes sujets. Ça Parfait, a glissé comme sur la vague. parfait. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.